On peut pas dire qu'on sait pourquoi il le faisait. Si. Ah non. On sait qu'il faisait des trous dans les crânes. Les hommes de néolithique. Mais ils pourquoi n'ont pas laissé vraiment de documents. Si. Ah bon. Au XVIIIe siècle, à Sabioneta, dans le nord de l'Italie, il y a un aristocrate qui a été trépané parce qu'il avait des hallucinations et que donc on pensait, avec les explications du contexte, on pensait qu'il était forcément donc possédé par des mauvais esprits. Au XVIIIe siècle, c'est quand même pas le néolithique. Ah, oui, mais donc on peut penser qu'au néolithique, c'était les épileptiques. C'est une autre affaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat de savoir si le néolithique et le XVIIIe siècle sont la seule et la même chose. On est dans une émission littéraire. Ce qui m'intéresse beaucoup dans votre livre, outre qu'il est très bien écrit et remarquablement grand public, c'est que y a un chapitre qui est consacré par un de vos collègues à ce mal si littéraire que l'on appelait autrefois la bile noire. Vous évoquez, Toby, Nathan, le noir manteau de la mélancolie. Ah, ça y est, quelques siècles plus tard, c'est la bile noire qui est remplacée par la mélancolie. On dit aujourd'hui la bipolarité, pour parler de la mélancolie. Oui. Je voudrais que vous nous disiez quelques mots de ces visages. Boris Cyrulnik, vous allez les reconnaître tout de suite, ce sont des artistes, des écrivains, et vous faites le lien entre le génie et la mélancolie dans ce livre. Qu'est-ce qu'on peut dire d'eux? Géniaux ou mélancoliques? Lui, évidemment. Ernest, papa, Hemingway. Moi, je pense qu'Hemingway, c'est un génie suicidaire. Mais est-ce qu'il est mélancolique? Non, mais il est un peu schizophrène, je pense. Ah, Boris Cyrulnik? Moi, j'en ferais les diagnostics à distance, comme ça, oui. Mais je pense que l'alcool l'a aidé à décompenser un tempérament un peu paranoïaque, c'est-à-dire que il se méfiait de tout le monde, il était tout le temps armé, et je crois que l'alcool a aggravé. C'est surtout l'alcool, je pense. Virginia Woolf, elle est évoquée également dans ce livre. Alors elle est mélancolique, elle le dit clairement. C'est-à-dire que elle avait la bile noire, elle interprétait tout de manière très douloureuse. Elle était mélancolique. Mais le traitement de la mélancolie a été inventé très tôt chez les Grecs. On disait que ce qui guérissait la mélancolie, c'était des orchestres de femmes. C'est peut-être que ça marche bien, d'ailleurs. Je sais pas. Et puis, le veuf, le ténébreux, l'inconsolé, Gérard de Nerval. Celui qui nous a légué ce génial oxymore, le soleil noir de la mélancolie. Ah oui, il est génial, mais il a mal fini. Hein. Il était mélancolique. Peut-être que lui était maniaco-dépressif. On parlait de syphilis, mais c'était à l'époque où dès qu'un trouble apparaissait, il y avait tellement de syphilis dans la vie quotidienne que dès que quelqu'un avait un trouble, on disait il est syphilitique. Souvent il l'était, souvent il l'était pas, mais on disait quand même, on avait une explication toute faite, puisqu'il y avait plein de syphilis. Puisque le modèle médical de la folie était totalement pertinent au début du XXe siècle, où il y avait neurosyphilis, méningite tuberculeuse, folie urémique, crétin, c'est un mot scientifique, crétin. Crétin, c'est un mot scientifique. C'est pas une injure. C'est d'abord un mot scientifique. À l'origine, c'était un mot scientifique. Crétin, idiot, c'était des mots scientifiques qui étaient dus à un manque d'iode. Depuis qu'on a décidé de mettre un peu d'iode dans l'eau du robinet, les crétins ont disparu. Il n'y a plus de crétins maintenant. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Oui, Salman est en train de se demander où il est arrivé, là. Just slightly want to dissent from this idea of the link. Je voudrais sortir de l'idée du lien entre le génie et la folie et le malheur. Il y a Shakespeare apparaît comme quelqu'un de bonne nature, Il avait une vie parfaite, une vie bourgeoise excellente. Il ne me semble pas qu'il ait souffert de folie, quelle qu'elle soit. Je m'inquiète de ce lien qui est souvent fait entre les artistes créateurs et la folie, et les fous. Picasso me semble d'être très sain. Donc, voilà. Je ne veux pas, je ne suis pas d'accord avec ce lien. Ouais. C'est quelqu'un de parfaitement sain qui nous dit qu'il va très bien. Un écrivain en pleine forme. Génial. Vous. Mais pas du tout fou. Moi, tout va bien, je vous remercie. Alors, il y a énormément de choses et dont on pourrait parler. L'usage des psychotropes, la médicamentation sur laquelle vous évoquez les problèmes de la psychiatrie, cette fameuse psychiatrie qui commencera
demain. La peur également. Est-ce qu'on lutte contre la folie ou contre la peur qu'elle nous inspire? Mais vous, Boris Cyrulnik, c'est une question que je vous ai souvent posée, mais vous n'avez jamais répondu. Quelle est votre part de folie? Je pense que je suis tragiquement normal, ce qui est une preuve d'aliénation. C'est-à-dire que je pense que pour être créatif, il faut avoir un manque. Si on est gavé, on n'a pas de manque. Si pour avoir un désir, il faut avoir un manque. Pour avoir de l'appétit, il faut avoir faim, il faut manquer d'aliments. Donc c'est un manque qui nous stimule et qui nous invite à la créativité. Et je pense que ma part de folie, c'est probablement mon enfance. C'est-à-dire que là, si j'ai réussi à limiter les dégâts, c'est la preuve de l'existence de Dieu. Parce que logiquement, je devrais pas être auprès de vous. Et je dis ça en pensant à ce qui se développe actuellement, c'est-à-dire aux millions d'enfants abandonnés sur la planète et qui n'auront pas la chance de connaître le destin que vous m'avez permis d'avoir. C'est-à-dire que tous ces enfants-là, s'ils ne sont pas entourés, on va les étiqueter. On va leur mettre un diagnostic de schizophrène, de psychopathe, on mettra une étiquette dessous. Ça aura été des enfants abandonnés qui n'auront pas pu se développer parce qu'ils auront été privés par la guerre, par l'économie, par la folie des hommes, la folie normale, parce qu'ils auront été privés de famille, de culture. Et ça, c'est ce qui est en train de se développer actuellement. 2 livres donc à lire, hein. L'histoire de la folie avant la psychiatrie, Boris Cyrulnik avec Patrick Lemoine et plusieurs autres psy. Et puis, vous y faisiez allusion. Allez, je me souviens, 80 pages fulgurantes dans laquelle vous racontez le petit garçon de 5 ans, abandonné, traqué par la Gestapo, qui n'avait aucune raison dans les années 40 de devenir plus tard le Boris Cyrulnik qu'on a assis sur ce canapé.